Ma sœur a applaudi quand papa m'a giflé devant 60 invités, hurlant « Donne-nous le chalet, t'as pas d'enfant. » Maman a ri, tu n'es qu'une ratière stérile. Alors j'ai passé un appel discret. Et tout a basculé. Bonjour. Je m'appelle Adeline. Ma sœur a applaudi quand mon père m'a giflé devant 60 personnes. Elle se tenait là, souriante, pendant qu'il hurlait « Donne-nous le chalet, tu n'as pas d'enfant. » Et ma mère? Elle a ri. Elle m'a traité de « ratière stérile ». Ils l'ont dit si simplement, comme s'ils avaient répété cette scène toute leur vie. Ce n'était pas leur première tentative pour m'effacer. C'était juste la première fois qu'ils le faisaient à voix haute. Alors, j'ai passé un seul appel discret. Un seul. Et tout ce qu'ils avaient construit, tout leur château de cartes, a commencé à s'effondrer. Mais quel genre de famille planifie votre humiliation publique? Que feriez-vous si on vous demandait de renoncer à tout ce que vous avez bâti, simplement parce que vous n'avez pas d'enfant pour le mériter? Avant de plonger dans les détails de cette journée infernale, j'aimerais savoir qui m'écoute. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous me regardez. Et quelle heure est-il chez vous en ce moment? Votre soutien compte énormément. Maintenant, laissez-moi vous raconter comment tout a commencé. Tout a commencé par le son. Clac. Le son de la main de mon père, Armand, frappant ma joue gauche. Un son sec, net, qui a instantanément coupé le brouhaha des 60 invités. Je suis restée figée. L'oreille bourdonnante, la peau en feu. Nous étions à la réception somptueuse que ma sœur Bérangère avait organisée pour les 40 ans de mariage de nos parents, dans sa villa d'Écully, près de Lyon. L'air sentait le champagne cher et les petits fours. Et puis, le deuxième son. Le son des mains de Bérangère, ma sœur aînée, s'entrechoquant. Elle applaudissait. Lentement, délibérément, un sourire venimeux aux lèvres. Elle me regardait, moi, sa petite sœur, chancelante sous le coup. Bravo, papa, dit-elle, assez fort pour que tout le monde entende. Il était temps. Et puis, l'inimaginable. Comme un signal, d'autres personnes se sont mises à applaudir. Pas tous. Mais suffisamment. Des oncles, des tantes, des amis de la famille. Des applaudissements polis, sociaux. Des applaudissements de complaisance. Ils applaudissaient ma propre humiliation. Ma mère, Odette, s'est approchée. Son visage, que je voyais s'embuer de plus en plus à cause de la maladie, était d'une clarté terrifiante à cet instant. Elle m'a regardé, non pas avec colère, mais avec mépris. Tu n'es qu'une ratière stérile, a-t-elle craché. Donne-lui le chalet. Le chalet. Tout ça, pour mon chalet. Mon sanctuaire. Mon refuge près d'Annecy, que j'avais construit de mes propres mains, avec mon propre argent. Je les ai regardés. Mon père, le souffle court, la main encore levée. Ma sœur, triomphante. Ma mère, le visage dur. Et les invités, détournant le regard, gênés mais silencieux. Ils pensaient m'avoir brisé. Ils pensaient m'avoir acculé. Ils pensaient que j'allais pleurer, m'excuser, et signer le papier qu'ils me tendaient. J'ai fait aucun des trois. Je me suis redressée. J'ai regardé Bérangère droit dans les yeux. Tu n'auras jamais ce chalet, ai-je dit, ma voix étonnamment stable. Je leur ai tourné le dos. J'ai traversé la salle, la tête haute, ignorant les murmures. Ils pensaient que c'était la fin pour moi. Mais en réalité, c'était la fin pour eux. Et tout avait commencé par une simple invitation, en apparence innocente, 2 semaines plus tôt. 2 semaines avant la gifle, j'étais chez moi, dans mon chalet près d'Annecy. La neige de printemps fondait, et Balthazar, mon fidèle épagnol breton, venait de renverser sa gamelle d'eau pour la 3e fois de la semaine. C'est en essuyant le sol que mon téléphone a sonné. Un email. Objet, célébration de l'héritage Durand, 40 ans d'union. L'expéditeur était Bérangère. J'ai ouvert le message. C'était un carton d'invitation numérique, tape à accent grave-l'œil, doré et crème. Il parlait de famille, de legs et de tradition. Mais il manquait quelque chose. Mon nom. Il n'y avait pas de « chère Adeline ». Pas de mots personnels. Juste une invitation de masse, comme celle qu'on reçoit pour l'inauguration d'un magasin.
J'ai souri amèrement. J'ai 45 ans, je suis traductrice scientifique. Mon travail consiste à être précise, à remarquer les détails omis. Et celui-ci était de taille. J'ai appuyé sur « Répondre » et j'ai tapé « Merci pour l'invitation. On dirait que tu as oublié mon nom. » 5 minutes plus tard, mon téléphone sonnait. Bérengère. Adeline. Ma chérie. Comment tu vas? Sa voix était sirupeuse, faussement enjouée. Je vais bien, Bérengère. J'ai reçu ton email. Ah oui. Formidable, n'est-ce pas? Papa et maman sont tellement excités. Tu as oublié mon nom. Il y eut un silence. Puis un rire aigu, forcé. Oh, toi et tes détails. C'est un bug du système, chérie. Tu sais ce que c'est, ces invitations en ligne. Évidemment que tu es invitée. Tu es ma sœur. Je suis ta sœur. Combien de fois avais-je entendu cette phrase pour justifier une demande, une critique ou une trahison? Maman veut vraiment te voir, a-t-elle ajouté, changeant de tactique. Elle demande après toi tout le temps. Sa mémoire, tu sais. Ça lui ferait tellement plaisir. La culpabilité. L'arme de prédilection de ma famille. Odette, notre mère, commençait à montrer des signes inquiétants. Des oublis, des confusions. Et Bérengère s'en servait comme d'un bouclier. Je viendrai, ai-je soupiré, en sachant déjà que je le regretterais. Génial. Et Adeline, sois gentille. C'est leur jour. J'ai raccroché, un mauvais pressentiment s'installant dans ma poitrine. Balthazar a posé sa tête sur mes genoux, comme s'il sentait ma détresse. Pourquoi est-ce que j'y allais? Parce que j'étais seule. Parce que mon travail de traductrice, bien que passionnant, était solitaire. Et parce qu'une partie stupide de moi, une partie que je détestais, espérait encore. L'espoir que, peut-être, cette fois, les choses seraient différentes. Que Bérengère, la reine du faux-semblant, verrait enfin la personne derrière la fonction. J'ai passé les 2 nuits suivantes non pas à traduire un article sur la mitose cellulaire, mais à créer un album photo. Un album relié à la main, avec des photos de nos parents, jeunes. Des photos de Bérengère et moi enfants, avant que la jalousie ne s'installe. Avant qu'elle ne devienne la reine du bal et moi, le rat de bibliothèque. J'y avais même mis une photo d'elle et moi au lycée, souriante, bras dessus, bras dessous. Une relique d'un temps où je croyais encore en elle. J'étais si naïve. J'ai emballé l'album dans du papier de soie. J'ai préparé une petite valise. J'ai mis Balthazar dans la voiture. J'ai conduit les presque 2 heures qui séparent la paix de mes montagnes d'Annecy au chaos de la banlieue chic de Lyon, avec ce cadeau stupide et cet espoir encore plus stupide. Mais dès l'instant où j'ai garé ma vieille voiture au milieu des BMW et des Mercedes rutilantes, j'ai su que ce n'était pas une fête. C'était une embuscade. Et la première attaque n'a pas tardé. La villa d'Écully était resplendissante. Des lumières partout, un service traiteur. Bérengère, vêtue d'une robe de créateur qui coûtait probablement mon salaire d'un mois, m'a accueilli sur le perron. Adeline, s'est-elle exclamée, m'enveloppant dans un nuage de parfum Chanel. Tu es venue. Et tu as amené. Balthazar. Son sourire s'est légèrement crispé en voyant mon chien. Bonjour, Bérengère. La maison est magnifique. Papa et maman sont là? Dedans, dedans. Oh, Balthazar, quel plaisir, dit-elle avec un enthousiasme forcé. Thibaut. Thibaut, son mari, promoteur immobilier à l'allure aussi lisse que ses cheveux gominés, s'est approché. Adeline. Content de te voir. Thibaut. Tu pourrais t'occuper de Balthazar? J'ai peur que certains invités soient allergiques, dit Bérengère. Il y a un endroit pour lui derrière. Je n'ai pas aimé la façon dont elle a dit ça. Un endroit? Juste une petite niche, pour qu'il soit tranquille, dit Thibaut en prenant la laisse. Je l'ai suivi, méfiante. L'endroit n'était pas une niche. C'était une vieille cage de transport en métal, rouillée, coincée entre la poubelle de la cuisine et un tas de vieux pots de fleurs. Non, ai-je dit fermement. Il ne va pas rester là-dedans. Adeline, ne commence pas, à soupirer Bérengère, qui nous avait rejoints. C'est ça,
ou il reste dans ta voiture. Ne gâche pas la fête. Balthazar a gémi. J'ai senti les larmes de rage me monter aux yeux. Je ne voulais pas faire de scène. Pas encore. J'ai caressé la tête de mon chien. Je reviens vite, mon grand. Sois sage. Je l'ai regardé, la queue basse, être poussé dans cette cage sale. Mon cœur s'est serré. C'était la première humiliation. Je suis retourné à l'entrée, essayant de me ressaisir. Une jeune femme avec un iPad m'a arrêté. Votre nom, s'il vous plaît? Adeline Durand. Elle a froncé les sourcils, faisant défiler la liste. Je n'ai pas d'Adeline Durand. Ah. Si. Ici, vous êtes l'invité 37. Elle m'a tendu un badge autocollant. Invité 37. Je suis la sœur de Bérangère. La fille d'Armand et Odette. La jeune femme m'a regardé avec embarras. Désolée, madame. On m'a donné cette liste. Invité 37 minutes. J'ai pris le badge ridicule et je l'ai fourré dans ma poche. J'ai traversé le hall, le cœur lourd. Et puis je l'ai vu. Le mur de l'héritage. Un mur entier, de 4 mètres de long, couvert de photos encadrées. 40 ans de souvenirs. Des photos de mariage de mes parents. Des photos de Bérangère enfant. Des photos de ses enfants. Des photos de Thibaut. Des photos de vacances, de Noël, de dîner. Pas une seule photo de moi. Pas une. J'ai cherché. J'ai plissé les yeux. Peut-être une petite, dans un coin? Non. C'était comme si je n'avais jamais existé. 45 ans de ma vie, effacés. J'étais un fantôme à la fête de ma propre famille. J'ai senti quelqu'un derrière moi. C'est qui? A murmuré une femme. Une cousine éloignée? J'ai serré les dents. J'ai repéré Thibaut près de la table des cadeaux. J'ai pris le grand album photo que j'avais passé 2 nuits à confectionner. Thibaut, bonjour. C'est pour papa et maman. Il a pris le paquet, lourdement emballé. Il l'a à peine regardé. Super, a-t-il dit d'un air distrait. Et devant mes yeux, il l'a fait glisser, sous la table. Parmi les sacs vides et les rubans usagés. J'ai enfin vu mes parents. Armand et Odette, entourés d'admirateurs. Je me suis approché. Bonsoir papa. Bonsoir maman. Joyeux anniversaire. Armand m'a donné une tape sur le bras. Adeline. Tu es venue. Il s'est retourné vers son interlocuteur. Odette m'a regardé, ses yeux cherchant quelque chose. Adeline? Tu as changé de cheveux? Non, maman. Je suis venue te souhaiter un joyeux anniversaire. Ah. C'est gentil. Elle a attrapé une coupe de champagne sur un plateau qui passait. Et c'est tout. J'étais invisible. J'étais l'invité 37. Ils m'avaient mise à l'écart. Ils avaient insulté mon chien, effacé mon existence du mur des souvenirs, et jeté mon cadeau sous une table. Et ce n'était même pas encore le plat principal. Que auriez-vous fait à ma place? Seriez-vous parti en claquant la porte? Ou seriez-vous resté, juste pour voir jusqu'où ils oseraient aller? Dites-le moi dans les commentaires. Moi, je suis resté. Et j'aurais mieux fait de partir. On m'a assigné une place. Pas à la table d'honneur, bien sûr. Ni même à une table d'invités normaux. On m'a mise à une petite table pliante, installée à la hâte, tout au fond de la terrasse couverte. Ma place était stratégique, juste à côté des haut-parleurs de la sono, et à 2 mètres des toilettes chimiques installées pour l'événement. Chaque fois que quelqu'un ouvrait la porte des toilettes, une bouffée d'odeur chimique venait gâcher le goût de mon saumon trop cuit. J'ai mangé en silence. Personne n'est venu me parler. J'observais la scène. Bérangère, rayonnante, passant de groupe en groupe, riant, charmant tout le monde. Mon père, Armand, racontant de vieilles histoires de chasse, un verre de whisky à la main. Ma mère, Odette, souriant dans le vide, l'air un peu perdu. J'ai vu Estelle, une vieille amie du lycée, me faire un petit signe de la main. Elle avait l'air gênée pour moi. Je lui ai souri tristement. Et puis, le dessert a été servi. Bérangère s'est levée et a tapoté sur son verre avec une cuillère.
Le silence s'est fait. Chers amis, chère famille, a-t-elle commencé, sa voix mielleuse parfaitement amplifiée par les haut-parleurs qui me vrillaient les oreilles. Elle a parlé pendant 10 minutes. Elle a parlé de l'héritage, du sacrifice, de l'importance de la famille. C'était un discours magnifique, si on ne connaissait pas la personne qui le prononçait. Et puis, elle a marqué une pause. Mais l'héritage, ce n'est pas seulement le passé. C'est aussi l'avenir. C'est ce que nous laissons à nos enfants. Elle a posé son regard sur moi. Un regard de prédateur. Adeline, ma chère petite sœur. Pourrais-tu te lever et venir nous rejoindre une minute? 60 paires d'yeux se sont tournés vers ma petite table pliante, à côté des toilettes. Mon cœur a raté un battement. J'ai senti le piège se refermer. J'ai essuyé ma bouche avec ma serviette en papier. Lentement, je me suis levée. J'ai traversé la terrasse. Chaque pas était une éternité. Bérengère m'a attiré contre elle, m'a serré l'épaule dans un geste qui se voulait affectueux mais qui était possessif. Adeline, ici, a-t-elle dit au micro. Ma sœur, qui a choisi une vie différente. Une vie simple, dans son chalet. Elle m'a regardée avec une fausse tendresse. Comme vous le savez, Thibaut et moi travaillons dur pour offrir le meilleur à nos enfants. Pour leur créer des souvenirs. Et Adeline, dans sa grande générosité, a décidé de participer à cet héritage. J'ai froncé les sourcils. De quoi parlait-elle? Nous sommes ravis d'annoncer, a-t-elle continué, sa voix montant d'un cran, qu'Adeline a accepté de transférer son magnifique chalet d'Annecy à la famille. Pour que ses neveux puissent en profiter. Pour que l'héritage Durand continue de vivre. La salle a éclaté en applaudissements. J'ai regardé Bérengère, stupéfaite. Elle me souriait, attendant que je confirme son mensonge. J'ai regardé mon père. Il hochait la tête, l'air fier. Et c'est là que ma mère, Odette, s'est levée de sa chaise, le regard soudainement vif, et a crié. Bien sûr qu'elle le donne. De toute façon, elle n'en a pas besoin. Elle n'a pas d'enfant. Le silence est retombé. Plus lourd, cette fois. Ils m'avaient tendu une embuscade. Ils utilisaient la pression sociale, l'anniversaire de mes parents, et mon statut de femme sans enfant pour me voler ce que j'avais de plus cher. Bérengère tenait toujours le micro, son sourire commençant à flancher devant mon silence. Adeline, a-t-elle dit, faussement inquiète. J'ai pris une profonde inspiration. Je me suis approchée du micro. J'ai regardé Bérengère. J'ai regardé mon père. J'ai regardé les 60 visages qui me fixaient. Et j'ai dit un seul mot. Un mot qui a tout déclenché. Non. Non. Le mot est sorti, clair et froid. Plus fort que je ne le pensais. Le silence qui a suivi était total. Assourdissant. Le sourire de Bérengère s'est évaporé. Il a été remplacé par un masque de fureur glacée. Elle a essayé de rire, de faire passer ça pour une blague. Adeline, arrête de faire ta timide. Non, ai-je répété, en m'emparant du micro. Ma voix ne tremblait pas, ce n'est pas une blague. Le chalet est à moi. Je l'ai construit. Il n'a jamais été question de le transférer. Et il ne le sera jamais. J'ai regardé les invités. Je suis désolée que ma sœur vous utilise pour essayer de me manipuler publiquement. Adeline. C'était la voix de mon père. Un rugissement. Armand Durand. 70 ans. Ancien propriétaire d'une quincaillerie respectée. L'homme que j'avais idolâtré toute mon enfance. Il s'est levé de la table d'honneur, son visage rouge de colère. Il a traversé la terrasse. Les invités se sont écartés comme la mer Rouge. Comment oses-tu, a-t-il sifflé, en s'arrêtant devant moi. Comment oses-tu nous humilier? Après tout ce que nous avons fait pour toi? Tout ce que vous avez fait? De quoi parles-tu? Tu as toujours été une ingrate, a-t-il crié. Ta sœur a besoin de ce chalet. La famille en a besoin. Et moi alors? Je ne compte pas? Tu ne penses qu'à toi. Et puis, il a levé la main. J'ai vu le mouvement arriver. J'aurais pu l'esquiver. Mais je n'ai pas bougé. J'étais paralysée. Clac.
La gifle a résonné dans le micro que je tenais toujours. Le choc m'a fait reculer d'un pas. Ma joue a explosé de douleur. L'odeur de whisky de son haleine m'a frappé. Il m'avait frappé. Mon père m'avait frappé. Devant 60 personnes. Un instant de silence horrifié. Et puis, Bérengère. Ma sœur a commencé à applaudir. Lentement. Bravo, papa. Il était temps. Thibaut, son mari, s'est joint à elle. Puis quelques autres. Des cousins. Des amis. L'oncle Robert. La tante Monique. Ils applaudissaient. Mon père venait de me gifler, et ils applaudissaient. Mon réflexe, mon stupide réflexe de fille bien élevée, a été de m'excuser. Une larme a perlé au coin de mon œil. J'allais dire, je suis désolée, papa. Mais en voyant ses mains qui applaudissaient, en voyant le sourire triomphant sur le visage de Bérengère, quelque chose s'est brisé en moi. Et quelque chose d'autre, de froid et de dur, a pris sa place. Ce n'était pas de la tristesse. C'était de la clarté. Une clarté absolue, tranchante comme un rasoir. J'ai vu ma mère, Odette, s'approcher, le visage déformé par la haine. C'est pour ça que tu mourras seule, m'a-t-elle lancé. Tu n'es qu'une ratière stérile. J'ai porté la main à ma joue. Non pas pour me réconforter, mais pour sentir la douleur. Pour l'ancrer en moi. Pour ne jamais oublier. Je les ai regardés. Un par un. Mon père, qui avait baissé la main, l'air soudain honteux, mais trop fier pour le dire. Ma sœur, qui jubilait. Ma mère, perdue dans sa propre méchanceté. Et les invités, qui avaient maintenant le bon goût de regarder leurs chaussures. J'ai lâché le micro. Il est tombé au sol dans un bruit sourd. Vous pouvez imaginer cette scène? Être publiquement attaqué, physiquement et verbalement, par ceux qui sont censés vous aimer le plus au monde? Que feriez-vous? Vous vous effondreriez? Ou vous vous battriez? Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je leur ai tourné le dos. Je suis passé devant l'invité 37. Je suis passé devant l'album photo sous la table. Je suis sorti de la villa. Je suis allé directement à la cage de Balthazar. Je l'ai ouvert. Mon chien a sauté dans mes bras, léchant la larme solitaire qui avait finalement réussi à s'échapper. Je l'ai mis dans la voiture. J'ai conduit toute la nuit. Près de 2 heures, d'Écully à Annecy. Je n'ai pas mis de musique. J'ai juste écouté le son de ma respiration et les ronflements de Balthazar. Ma joue était enflée. Mais mon esprit était plus vif qu'il ne l'avait jamais été. Je suis rentré chez moi. J'ai pris mon téléphone. Et j'ai passé cet appel. Ma joue me lançait. Il était presque 1 heure du matin quand je suis arrivé au chalet. Balthazar est allé directement à sa gamelle. Je me suis servi un grand verre d'eau. J'ai regardé mon reflet dans la vitre sombre de la cuisine. J'avais une marque rouge vive sur la joue. J'ai pris mon téléphone. Je n'ai pas appelé la police. Que leur aurais-je dit? Mon père m'a giflé parce que je ne veux pas donner ma maison à ma sœur? Il m'aurait ri au nez. Non. J'ai appelé la seule personne qui pouvait vraiment m'aider. Le téléphone a sonné 3 fois. Une voix endormie, mais professionnelle, a répondu. Maître Simonet. Valérie Simonet. Mon avocate. Je l'avais engagée des années auparavant pour l'achat de ce terrain. Maître Simonet. C'est Adeline Durand. Je suis désolée de vous appeler si tard. Adeline? Que se passe-t-il? Vous avez l'air secoué. Ils ont franchi la ligne, Valérie. Ils l'ont vraiment fait. Qui, ils? Ma famille. Mon père m'a frappé. En public. Ils essaient de me forcer à leur céder le chalet. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Puis, la voix de Valérie, soudainement très réveillée. Adeline, écoutez-moi. Sont-ils là? Êtes-vous en sécurité? Je suis chez moi, à Annecy. Ils sont à Lyon. Je suis en sécurité. Physiquement. Mais ils ont essayé de me piéger. D'accord. Ne faites rien. N'appelez personne.
Ne répondez à aucun de leurs messages. Demain, à 8 heures, vous êtes dans mon bureau. Et apportez tout. J'ai raccroché. Apportez tout. Ils ne savaient pas une chose sur moi. Ma famille m'a toujours vue comme la rêveuse, la faible, l'intellectuelle perdue dans ses livres. Ils ne savaient pas ce que j'avais dans mon ordinateur. Voici la vérité sur moi, Adeline, la traductrice solitaire, je suis méticuleuse. Pourquoi? Parce que j'y ai été forcée. Quand j'avais 25 ans, ma grand-mère maternelle est décédée. Elle m'adorait. Elle m'avait promis de me laisser sa petite collection de bijoux anciens. Rien de valeur, mais sentimentalement, c'était tout. Après l'enterrement, j'ai demandé à ma mère et à Bérangère où étaient les bijoux. Quels bijoux? A dit Bérangère. Elle n'a rien laissé, a dit ma mère. 1 an plus tard, j'ai vu Bérangère porter le collier de saphir de ma grand-mère lors d'une fête de Noël. Quand je l'ai confrontée, elle m'a ri au nez. Tu es folle. Mamie me l'a donné il y a des années. Tu te fais des idées. Ma mère a confirmé. Adeline, tu as toujours eu trop d'imagination. Laisse ta sœur tranquille. Ils m'ont traitée de menteuse. De folle. Ce jour-là, j'ai arrêté de faire confiance à ma mémoire. J'ai commencé à faire confiance aux preuves. J'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai tapé mon mot de passe. J'ai ouvert le dossier verrouillé, Famille Durand, archives. Ce n'était pas paranoïa. C'était une réponse à un traumatisme. J'ai ouvert le sous-dossier, Bérangère et Thibault. Fichier PDF, près 5 000 €, achat voiture Thibault, 2019. Non remboursé. Capture d'écran WhatsApp, Adeline, je t'en supplie, juste 2 000 €, les affaires sont dures. Je te rembourse le mois prochain. Jamais remboursé. Email de Bérangère, 2021, projet contrat donation chalet. C'était l'email où elle me suggérait de lui donner le chalet pour optimiser la fiscalité. Le document qu'elle voulait que je signe ce soir. J'ai ouvert le sous-dossier Armand et Odette. Fichier PDF, facture hôpital Odette, 6 000 €, 2022. Payé par mois. Email d'Armand, merci pour l'avance, ma fille. Je te rembourse dès que la vente du magasin sera finalisée. Vente finalisée en 2023. Jamais remboursé. J'avais des relevés bancaires. Des conversations. Des promesses écrites. Une décennie de leur ingratitude, méticuleusement documentée. Ils m'avaient peut-être giflé. Ils m'avaient peut-être traité de stérile. Mais ils avaient oublié une chose. Le rat de bibliothèque sait lire. Et il sait aussi où sont classés les dossiers. J'ai tout mis sur une clé USB. J'ai dormi 3 heures, Balthazar à mes pieds. À 7h50, j'étais devant le bureau de Maître Simonet. J'ai pensé que j'avais suffisamment de preuves pour les faire reculer. Mais ce que Valérie a découvert en quelques heures, allait bien au-delà de quelques milliers d'euros non remboursés. J'étais sur le point de découvrir la véritable raison de leur désespoir. Maître Valérie Simonet était une femme petite, la cinquantaine, avec des yeux vifs qui ne manquaient rien. Elle a écouté mon histoire sans m'interrompre. Elle n'a pas bronché quand j'ai parlé de la gifle. Elle n'a fait qu'acquiescer, comme si elle confirmait quelque chose qu'elle savait déjà. Quand j'ai eu fini, j'ai posé la clé USB sur son bureau. Voici tout, ai-je dit. Les prêts non remboursés, les demandes, et le projet de donation que Bérangère m'a envoyé il y a 2 ans. Elle a pris la clé. Bien. Laissez-moi travailler. Allez prendre un café. Ne contactez personne. Je vous appelle dès que j'ai quelque chose. Je suis allé marcher le long du lac d'Annecy. L'air était frais, les montagnes étaient claires. Mais je ne voyais rien. Je ne faisais que rejouer la scène. La gifle. Les applaudissements. Mon téléphone a sonné à 11h30. C'était Valérie. Adeline. Revenez à mon bureau. Immédiatement. Son ton avait changé. Il n'était plus compatissant. Il était urgent. Je suis retournée en courant. Je l'ai trouvé debout devant son ordinateur, le visage grave. Adeline, commença-t-elle, ces prêts non remboursés, ce n'est rien.
C'est de l'argent de poche comparé à ce que je viens de trouver. Elle a tourné l'écran vers moi. J'ai utilisé mon accès professionnel pour vérifier quelques petites choses. Adeline, saviez-vous que vos parents avaient ouvert une nouvelle ligne de crédit de 15 000 € il y a 6 semaines? Quoi? Non. Ils sont à la retraite. Ils n'ont besoin de rien. C'est exact. Le prêt a été ouvert au nom de votre mère, Odette. Mais maman oublie son propre code de carte bleue. Elle ne peut pas avoir fait ça. Je sais. C'est pour ça que j'ai creusé. Le prêt a été co-signé par votre père, Armand. Et la demande en ligne, devinez d'où elle provient? Elle a cliqué. Une adresse IP. C'est le bureau de Thibaut, ai-je murmuré, le sang se glaçant dans mes veines. Ils utilisent maman, ils utilisent sa maladie. C'est ce qu'on appelle un abus de faiblesse, Adeline. Et ce n'est pas tout. Valérie a ouvert un autre dossier. Des documents publics. Des registres du commerce. Votre beau-frère, Thibaut, n'est pas seulement un petit promoteur. C'est un petit promoteur en difficulté. Il a lancé un projet immobilier à Rieux-la-Pape. Un échec total. Il est endetté jusqu'au cou. Elle m'a montré un document. Un acte de garantie. Et devinez qui s'est porté garant pour son prêt principal? Qui a mis son entreprise en caution? Je n'osais pas le dire. Votre père, dit Valérie. Armand a mis la quincaillerie familiale, le travail de toute sa vie, en garantie pour sauver le projet de Thibaut. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Le projet a fait faillite, Adeline. La banque va saisir la garantie. Ils vont perdre la quincaillerie. Ils vont tout perdre. J'ai dû m'asseoir. Ils ne sont pas seulement cruels, a dit Valérie. Ils ne sont pas seulement avides. Ils sont désespérés, ai-je terminé. J'ai compris. J'ai tout compris. La fête, l'humiliation, la pression publique. Ils ne voulaient pas mon chalet pour les vacances des enfants. Ils en avaient besoin. Ils en avaient besoin pour le vendre. Ou pour l'hypothéquer. C'était leur dernière bouée de sauvetage. Ils n'essayaient pas de me voler par cupidité. Ils essayaient de me sacrifier pour se sauver eux-mêmes. Ils ne s'arrêteront pas, Adeline, dit Valérie. Une gifle, ce n'est que le début. Des gens désespérés font des choses désespérées. Elle n'avait pas idée à quel point elle avait raison. Au moment où elle disait cela, mon téléphone, posé sur le bureau, s'est mis à vibrer. Je l'ai regardé. L'écran affichait « Crédit Agricole, agence d'Annecy ». Ils n'avaient pas attendu. Ils avaient déjà agi. J'ai regardé le téléphone vibrer. Ma main tremblait. Valérie a hoché la tête. Mettez le haut-parleur. J'ai décroché. Allô? Adeline Durand à l'appareil. Bonjour Madame Durand. Ici Monsieur Ferraud, de votre agence Crédit Agricole à Annecy. Je vous appelle juste pour une petite vérification. Nous avons reçu une demande de transfert de propriété en urgence ce matin, concernant votre chalet. Une demande, de quoi, ai-je demandé, ma voix se brisant. Oui, une demande de transfert à Madame Bérangère Durand. C'est pour un motif familial, n'est-ce pas? Le document est signé de votre main, mais pour être honnête, la signature est un peu différente de celle que nous avons dans nos dossiers. Un peu tremblante. C'est pourquoi j'ai préféré appeler. Ils avaient fait un faux. Ils avaient imité ma signature. Ils avaient essayé de me voler mon chalet, moins de 12 heures après la gifle. J'ai fermé les yeux. La rage, froide et pure, a remplacé la peur. Monsieur Ferraud, ai-je dit, ma voix soudainement dure comme de l'acier. Je suis actuellement dans le bureau de mon avocate, maître Valérie Simonet. Et je peux vous affirmer, sous serment, que je n'ai rien signé du tout. Oh, dit l'homme, soudain très nerveux. Oh, je vois. Ce que vous avez entre les mains, continuai-je, est une tentative de fraude. Une usurpation d'identité. Je vous demande de geler cette demande immédiatement. Considérez-la comme une preuve. Absolument, Madame Durand. Bien sûr. J'annule tout. Je vais signaler ça à ma direction. Vous allez faire plus que ça, dit Valérie, se penchant vers le téléphone.
Maître Simonet à l'appareil. Vous allez scanner ce document frauduleux et me l'envoyer immédiatement, ainsi qu'à votre service juridique. Et vous allez mettre un blocage total sur tous les comptes de ma cliente. Personne, à part elle, en personne, avec une pièce d'identité, ne peut plus rien faire. C'est compris? Oui, maître. Très bien, maître. Je m'en occupe. J'ai raccroché. J'ai regardé Valérie. Ils sont fous, ai-je dit. Ils sont stupides, a-t-elle corrigé. Et ils ont commis une erreur fatale. Ils vous ont sous-estimé. Maintenant, on contre-attaque. Je n'étais plus la victime. J'étais une femme avec un plan. La colère m'a donné une énergie que je ne me connaissais pas. Pendant que Valérie préparait une injonction, je suis rentrée chez moi. Et j'ai passé d'autres appels. Premier appel, le fisc. Les services fiscaux. Bonjour, je souhaiterais faire un signalement. Il s'agit de prêts familiaux non déclarés, d'une valeur de plusieurs milliers d'euros, s'étalant sur plusieurs années, à Monsieur Thibault et Madame Bérengère Durand. J'ai les relevés bancaires pour le prouver. Deuxième appel, l'APS. Autorité de protection des adultes. Bonjour. J'appelle concernant ma mère, Odette Durand. Elle souffre de la maladie d'Alzheimer. Je viens de découvrir qu'une ligne de crédit de 15 000 € a été ouverte à son nom, co-signée par mon père et initiée depuis le bureau de mon beau-frère. Je crains un abus de faiblesse et un abus financier grave. J'ai donné les noms. J'ai donné les dates. J'ai donné les montants. J'étais méthodique. Chirurgicale. J'ai à peine eu le temps de raccrocher que mon téléphone s'est allumé. Papa. J'ai décroché. Adeline, a-t-il hurlé, sans même dire bonjour. Qu'est-ce que tu as fait? La banque vient d'appeler Thibault. Il parle de fraude. C'est exactement ce que c'est, papa. Vous avez essayé de me voler. Mais tu nous y as forcés. Tu détruis cette famille. Non, papa, ai-je dit, et j'ai senti la dernière trace d'amour filial s'éteindre en moi. Tu l'as détruite quand tu as levé la main sur moi. Et tu l'as détruite quand tu as laissé Bérengère applaudir. J'ai raccroché. Je pensais que c'était l'acte le plus audacieux qu'ils pouvaient commettre. J'avais tort. Ils avaient encore une carte dans leur manche. La plus sale de toutes. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Le lendemain, le silence était assourdissant. Pas d'appel. Pas de message haineux. Rien. C'était le calme avant la tempête. Dans l'après-midi, un coursier a sonné à ma porte. Il m'a tendu une enveloppe épaisse, d'un cabinet d'avocats de Lyon. C'était une mise en demeure. L'avocat de Bérengère et Thibault m'accusait. Moi. Il m'accusait de rétention abusive d'un bien familial. La lettre, pleine de jargon juridique pompeux, affirmait qu'il avait toujours été, implicitement compris, que mon chalet était un bien commun, et que je n'en étais que la gardienne temporaire. Ils exigeaient que je signe les papiers de transfert sous 48 heures, sinon ils me poursuivraient pour préjudice moral et financier. J'ai ri. J'ai ri aux éclats. C'était tellement absurde, tellement culotté. J'ai scanné la lettre et l'ai envoyée à Valérie, qui m'a répondu par un simple LOL. On s'en occupe. Mais cette nuit-là, je n'arrivais pas à dormir. Quelque chose me chiffonnait. La tentative de fraude à la banque était stupide. Cette lettre était stupide. Mais Bérengère et Thibault n'étaient pas que stupides. Ils étaient dangereux. Comment avaient-ils pu penser s'en tirer avec une fausse signature? Et puis, je me suis souvenu de quelque chose. Il y a 2 ans, après que Bérengère m'ait envoyé le premier projet de donation, que j'avais ignoré, j'avais eu un sentiment étrange. J'avais installé une petite caméra de sécurité. Une caméra discrète, dans le coin de ma cuisine, pointée vers la porte d'entrée. Je l'avais presque oublié. J'ai ouvert l'application sur mon ordinateur. J'ai vérifié les enregistrements des derniers jours. Il y avait moi, partant pour la fête. Il y avait moi, revenant, la joue marquée. Il y avait moi,
partant pour le bureau de Valérie. Et puis, il y avait autre chose. Le lundi. À 3h32 du matin. Moins de 24 heures avant l'appel de la banque. La vidéo a montré la porte de mon chalet s'ouvrir. Pas d'effraction. La porte s'est ouverte avec une clé. Une clé que je ne savais même pas qu'il possédait. Bérengère est entrée la première. Elle était en pyjama, l'air agité. Thibault l'a suivie. Il tenait une mallette. Et derrière eux, un troisième homme. Un homme que je n'avais jamais vu. Plus âgé, en costume, l'air très nerveux. La vidéo était muette, mais l'image était en haute définition. J'ai vu Thibault ouvrir sa mallette sur ma table de cuisine. La table où je prends mon café tous les matins. Il a sorti des documents. Bérengère a parlé, agitant les mains. Le troisième homme a sorti un tampon de sa poche. Un tampon officiel. C'était un notaire. J'ai zoomé. J'ai vu Bérengère prendre un stylo. Elle a signé un papier. J'ai vu Thibault signer. Et j'ai vu le notaire apposer son sceau officiel sur le document. Ils n'avaient pas seulement imité ma signature. Ils avaient fait valider la fraude par un officier ministériel. Chez moi. Au milieu de la nuit. Ils n'avaient pas seulement commis une fraude. Ils avaient commis une violation de domicile, un faux et usage de faux, et avaient corrompu un notaire. Et tout était là, enregistré en 4K. J'ai tremblé. J'ai téléchargé le fichier. Je l'ai sauvegardé sur 3 supports différents. Puis, j'ai envoyé un email à Valérie. Objet, nous les avons. Corps du message, regardez ça. Et demain matin, envoyez-le au procureur de la République, à la Chambre des notaires, et à la presse. Le jeu est terminé. Valérie n'a pas attendu le lendemain matin. À 7 heures, le notaire en question recevait un appel de la présidente de la Chambre des notaires. À 8 heures, il était suspendu. À 9 heures, son nom était dans les mains du procureur. Mais ce n'était que le début. Le vrai coup de grâce n'est pas venu de moi. Il est venu d'un autre invité. Jeudi matin, mon téléphone a explosé. Des messages, des notifications. Je ne comprenais pas. J'ai ouvert Facebook. Céline, l'amie du lycée qui m'avait fait un signe à la fête, avait posté quelque chose. Elle avait écrit « J'étais à une fête ce week-end. Une célébration de « famille ». J'ai vu quelque chose qui m'a rendu malade. J'ai hésité à poster ça. Mais le silence, c'est de la complicité. Et je ne serai pas complice. En dessous, il y avait une vidéo. Une vidéo de 27 secondes. Prise depuis sa table. On voyait mon père hurler, ingrate. On entendait le clac de la gifle, amplifié par le micro. On me voyait, reculant, la main sur la joue. Et on voyait Bérengère. En gros plan. On la voyait sourire. Et commencer à applaudir. La vidéo était brute. Incontestable. En quelques heures, elle est devenue virale à Lyon. Le Progrès, le journal local, l'a reprise sur son site. Drame familial à Écully, un père frappe sa fille, l'autre sœur applaudit. Les hashtags ont commencé à apparaître. Hashtag la gifle de Lyon. Et le pire de tous, celui qui m'a fait pleurer de rire et de tristesse. Ma mère m'avait insulté. Internet en avait fait un mème. Bérengère, la reine des réseaux sociaux, la reine du statut, était en chute libre. Elle a fait ce qu'elle fait toujours, elle a essayé de contrôler le narratif. Elle a lancé un direct Instagram, depuis son salon parfaitement décoré. Elle pleurait. Vous ne comprenez pas, sanglotait-elle. Ma sœur est instable. Elle est jalouse. Elle a toujours été jalouse de moi, de mes enfants. Elle a ruiné la fête de mes parents. Papa, il a perdu patience. Il n'aurait pas dû, mais elle l'a poussé à bout. Elle pleurait, racontant comment j'étais une charge pour la famille, comment j'étais difficile. Elle était douée. J'ai failli la croire. Mais elle avait oublié quelqu'un. Elle avait oublié Didier. Didier, l'ancien comptable de la quincaillerie de mon père. Un homme droit, qui avait pris sa retraite l'année dernière, dégoûté par la gestion de Thibault.
Pendant que Bérengère pleurait en direct, un commentaire est apparu. Signé Didier L. Instable. Jalouse? C'est drôle. Je me souviens d'Adeline comme celle qui a payé la facture d'hôpital de 6 000 € pour Odette l'année dernière. J'ai la copie de la facture, si ça intéresse quelqu'un. Un autre commentaire. Je me souviens aussi d'Adeline qui a signé un chèque de 5 000 € pour la première voiture de Thibaut. Et puis, le coup de grâce de Didier, et je sais aussi que la quincaillerie Durand est en faillite à cause des investissements désastreux de Thibaut. Bérengère, tu ne pleures pas pour ta famille. Tu pleures parce que tu t'es fait prendre. Le direct s'est coupé net. Le château de cartes s'était effondré. En public. La boutique de mode de luxe où Bérengère travaillait à Lyon a publié un communiqué. Suite aux événements récents, Madame Durand est en congé sans solde à durée indéterminée. Les investisseurs du projet de Thibaut, sentant le sang, ont commencé à appeler leurs avocats. Ils étaient finis. Socialement. Mais la justice n'avait pas encore rendu son verdict. Le téléphone de Valérie est devenu le centre de commandement de ma nouvelle vie. Les mises à jour tombaient chaque jour, comme des dominos. Adeline, m'a-t-elle dit un mardi matin, le parquet, le bureau du procureur, a officiellement ouvert une enquête pour abus de faiblesse concernant les comptes de votre mère. Ils ont saisi les disques durs du bureau de Thibaut. 2 jours plus tard, le fisc, les autorités fiscales, vous envoient ses remerciements. Ils ont lancé un audit complet sur les 5 dernières années des finances de Bérengère, Thibaut et Armand. Il semblerait que vos prêts n'étaient que la partie visible de l'iceberg. Thibaut a été mis en examen. Pour fraude, faux et usage de faux, et violation de domicile. Le notaire, radié de l'ordre, a tout avoué en échange d'une peine réduite. Il a confirmé que Bérengère et Thibaut lui avaient promis 10 000 € pour antidater le document. Et puis, le coup final. La banque a statué, dit Valérie. La garantie sur la quincaillerie a été appelée. Comme l'entreprise est déjà en faillite à cause de Thibaut, ils vont saisir la maison d'Écully. Ils avaient tout perdu. La maison. Le travail. La réputation. L'argent. Tout ça, parce qu'ils n'avaient pas supporté que je dise « non ». Je devrais être heureuse, n'est-ce pas? Je devrais célébrer. Mais je me sentais juste vide. Le silence au chalet était profond. Balthazar semblait sentir mon état, dormant à mes pieds pendant que je regardais par la fenêtre. Et puis, la dernière lettre est arrivée. Elle ne venait pas d'un avocat. Elle venait du tribunal d'instance. C'était une lettre du juge des tutelles. Suite à l'enquête de l'APS et à l'incapacité de Monsieur Armand Durand, lui-même sous enquête financière, de s'occuper de son épouse, le tribunal examine la possibilité de nommer une tutelle pour Madame Odette Durand. La lettre continuait, en tant que sa fille unique restante et sans antécédent, le tribunal vous propose de prendre en charge la tutelle légale et financière de votre mère. J'ai lu la lettre. 1 fois. 2 fois. Il me la donnait. Le pouvoir. Le pouvoir absolu sur la femme qui m'avait appelée ratière stérile. Le pouvoir sur ses finances, ses soins, sa vie. Je pouvais me venger. Je pouvais la placer dans le pire EHPAD public que je puisse trouver. Je pouvais lui faire payer chaque insulte, chaque applaudissement. C'était le test final. La vengeance était là, servie sur un plateau d'argent par la justice elle-même. Que auriez-vous fait? Auriez-vous saisi l'occasion de leur faire payer, enfin? J'ai tenu la lettre dans ma main pendant 1 heure. Puis j'ai pris un stylo. J'ai coché une case. Et j'ai signé. Puis j'ai pris ma voiture. J'ai conduit, non pas vers Lyon, mais vers Winston-Salem, non, pardon, vers l'EHPAD local, là où je savais qu'Armand l'avait placé temporairement. Il était temps de mettre un point final. J'ai conduit jusqu'à l'EHPAD Les Glycines, un bâtiment moderne mais impersonnel en périphérie de Lyon. Mon père l'avait placé là, le temps de gérer ses propres problèmes juridiques. Je me suis garé. Je suis resté dans la voiture pendant 10 minutes. Qu'est-ce que j'allais lui dire? J'ai repensé à la lettre du juge. Sur le formulaire, j'avais coché la case « Refuse la tutelle ». Et dans l'espace prévu pour les commentaires, j'avais écrit une seule phrase « Je suis sa fille, pas sa gardienne ».
Veuillez nommer un tuteur professionnel et neutre. Je ne voulais pas d'elle. Je ne voulais pas de ce pouvoir. Je ne voulais plus rien avoir à faire avec eux. Je suis entré dans le hall. L'odeur d'antiseptique et de soupe de légumes flottait dans l'air. Une infirmière m'a accueilli. Vous venez voir Madame Durand? Chambre 212. Non, ai-je dit, et ma propre voix m'a surprise par sa douceur. Je ne viens pas la voir. Je viens déposer quelque chose pour elle. J'avais un paquet avec moi. Un sac en toile simple. Je l'avais récupéré la veille, au chalet. Quand Bérangère et Thibault avaient déménagé en catastrophe de leur maison saisie, ils avaient laissé des affaires. L'avocat de la banque m'avait appelé pour savoir si je voulais récupérer des souvenirs de famille avant la vente aux enchères. J'y étais allé, par curiosité morbide. Et dans un carton, j'avais trouvé le fameux album photo que j'avais fait. Il n'avait jamais été ouvert. Et à côté, il y avait autre chose. Un vieux napperon. Une pièce de broderie que notre grand-mère avait faite. Un tissu crème, avec des vignes délicates brodées dans les coins. Et dans un coin, brodé en fil vert, le monogramme de ma mère. Oh. C'était le napperon préféré de ma mère. Celui que Bérangère avait exhibé lors de la fête, affirmant que maman le lui avait donné, un autre mensonge, comme je l'avais appris. Je l'avais pris. Je l'avais lavé. Je l'avais repassé. Je l'ai sorti du sac et l'ai donné à l'infirmière. Pourriez-vous lui donner ceci? S'il vous plaît. Dites-lui juste qu'il est à elle. Assurez-vous qu'elle l'est sur sa table de nuit. L'infirmière m'a regardé avec confusion, puis avec une sorte de compréhension. Bien sûr, madame. Et, ceci. J'ai sorti le formulaire de refus de tutelle de mon sac et je l'ai tendu à l'infirmière. C'est pour son dossier administratif. Le tribunal enverra l'original, mais, je voulais qu'elle l'ait. L'infirmière a regardé le papier. Elle a lu ce que j'avais écrit. Elle a levé les yeux vers moi. Vous êtes une bonne fille, m'a-t-elle dit doucement. Non, ai-je répondu. Je suis juste une fille qui en a fini. Je suis sortie de l'EHPAD sans me retourner. Je n'ai pas ressenti de tristesse. Je n'ai pas ressenti de joie. Je me suis sentie légère. 2 semaines plus tard, j'ai reçu le dernier document. L'acte de propriété finale, certifié, tamponné, confirmant que le chalet était à moi, et que toute réclamation de la famille Durand était nulle et non avenue. J'ai encadré ce papier. Je l'ai accroché dans mon bureau. Le silence est revenu dans mon chalet. Balthazar ronflait à mes pieds. L'odeur du pain flottait dans l'air. Mais ce n'était plus le même silence. Ce n'était plus le silence de la solitude. C'était le silence de la paix. Mais je savais que mon histoire n'était pas terminée. Cette clarté, cette force que j'avais trouvée, je ne pouvais pas la garder pour moi. Je devais la transformer en quelque chose de plus. Cela fait 6 mois maintenant. La quincaillerie a été vendue aux enchères. Armand vit dans un petit appartement de location. Je ne lui ai pas parlé. Bérangère et Thibault vivent séparément, en attendant leur procès. Elle travaille comme caissière dans un supermarché. Odette est dans un EHPAD public correct, près d'Annecy, payé par l'État. Le tuteur professionnel gère ses affaires. Je ne lui rends pas visite. Je ne peux pas. Mais je m'assure, via le tuteur, qu'elle ne manque de rien. Et moi? Mon chalet est toujours mon sanctuaire. Mais il n'est plus ma forteresse. Le 2e week-end de chaque mois, je l'ouvre. Je l'ouvre à d'autres femmes. Des femmes comme moi. Nous l'appelons le refuge des invités 37. Il y a Dominique, dont les frères essaient de lui voler sa part d'héritage parce qu'elle est juste une femme. Il y a Sophie, dont la mère critique son choix de ne pas avoir d'enfants à chaque dîner de famille. Il y a Nadia, dont l'ex-mari essaie de la détruire financièrement. Nous sommes des femmes qu'on a voulu effacer. Des femmes qu'on a traitées de ratières, de folles, ou des ingrates. Nous ne parlons pas de vengeance. Nous parlons de reconstruction. Nous parlons de droit, de finances, de dossiers. Nous apprenons les unes des autres à être méticuleuses. À garder les preuves. Non pas par paranoïa, mais par prudence. Nous pleurons un peu. Nous rions beaucoup.
Nous nous rappelons les unes aux autres que nous ne sommes pas seuls. L'autre soir, alors que nous étions assises autour du feu, j'ai écrit dans mon journal. Je n'ai pas détruit ma famille. J'ai juste arrêté de protéger leur version mensongère de la vérité. J'ai arrêté d'être la fille obéissante qui encaisse les coups en souriant. La force la plus bruyante se trouve parfois dans le refus le plus silencieux. Le refus d'être effacé. Le refus d'être utilisé. Le refus de prétendre que le sang, à lui seul, fait une famille. Parfois, la paix ne vient pas du pardon. Parfois, la paix vient du fait de poser des limites claires. Et de les défendre, avec tout ce que vous avez. Cette histoire, c'est la mienne. Mais je sais que je ne suis pas la seule. Et vous? Avez-vous déjà dû choisir entre votre famille et votre propre santé mentale? Avez-vous déjà été la personne difficile, simplement parce que vous avez refusé d'être le paillasson? Si cette histoire a résonné en vous, si elle vous a touché, ou même si elle vous a mis en colère, laissez un commentaire ci-dessous. Partagez votre propre histoire. Votre voix mérite d'être entendue. Racontez-nous votre propre moment, invité 37. Et si vous croyez qu'il est important de dénoncer ces abus silencieux, si vous voulez plus d'histoires vraies, brutes et puissantes, alors n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime », « Like » et de vous abonner, subscribe, à la chaîne. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous. Et n'oubliez jamais votre valeur.